Joël Gombert, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous étiez venu à ce micro la semaine dernière et vous avez eu la gentillesse de revenir pour continuer la réflexion esquissée à ce moment-là. Nous parlons en ce moment de la démocratie, ou plus exactement, au lieu de dire que nous en parlons, nous y réfléchissons. Nous y réfléchissons en prenant du recul, de la distance, et c'est pourquoi un philosophe, à mon avis, était l'invité idéal pour ce type d'émission. Vous êtes vous-même spécialisé en philosophie politique et de nombreuses publications attestent cette spécialisation. Alors, vous nous avez parlé la dernière fois des deux modèles de la démocratie, en particulier de la démocratie représentative, par conséquent, et du modèle participatif de la démocratie. Autrement dit, dans votre pensée, si j'en juge par vos écrits, il y a trois modèles, le modèle représentatif, le modèle participatif, mais aussi, nous en parlerons longuement aujourd'hui, le modèle délibératif. Pourriez-vous effectuer à destination des auditeurs qui n'auraient pas été nécessairement présents lors de la première émission, pourriez-vous nous résumer ce qu'il en est du modèle représentatif et du modèle participatif ? Oui, il s'agit donc de la démocratie, c'est-à-dire d'une forme de gouvernement, mais aussi d'un genre de vie des hommes ensemble, selon lequel un peuple se donne à lui-même ses propres lois, puisqu'on définit la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La différence entre représentatif et participatif, c'est que dans le cas de la représentation, le peuple ne se donne pas à lui-même directement ses lois, mais élit des représentants, députés ou sénateurs qui ont à charge d'établir ces lois. Alors que dans la démocratie participative, le peuple se donne à lui-même directement ces lois dans un système dit d'assemblée, de convention, de conseil, de comité, comme cela a été pratiqué dans la Grèce antique, mais aussi notamment dans la France moderne, suite à la Révolution française et aux républiques successives. Alors ce modèle participatif est en crise. Oui, parce que je dirais, pour deux raisons essentiellement. Assez souvent, on constate que les représentants exécutifs, et non plus législatifs, puisqu'il n'y en a plus dans ce modèle participatif, les représentants exécutifs, comme par exemple, disons... Donc le gouvernement. Le gouvernement, exactement, et le président de la République, surtout s'il est lui-même élu par le peuple, il est donc un représentant exécutif ou exécutant du peuple, eh bien, ce gouvernement, voire ce président, peuvent, dans certaines circonstances historiques, imposer leurs vues, voire leurs intérêts, jusqu'à faire la loi eux-mêmes, le gouvernement, par le biais de décrets, d'ordonnances, et le président, par exemple, en étant omniprésent, et en imposant ses propres vues. C'est ce qu'on constate un petit peu partout et ce qui fait parler de la présidentialisation ou de la gouvernementalisation des démocraties actuelles. Diriez-vous, dans votre conception, que le président ou le gouvernement, dans ces cas-là, incarne le peuple au lieu de le représenter? Reprendriez-vous à votre compte cette distinction que j'ai cru voir utilisée récemment par un ancien Premier ministre, Lionel Jospin, pour ne pas le nommer? Oui, c'est une bonne distinction, parce que qui dit représentation dit séparation, distinction, abstraction. Les représentants ne sont pas les représentés et ils ont une certaine marge de manœuvre. Alors que quand le gouvernement et le président s'imposent eux-mêmes sans médiation législative, ou alors quand le Parlement ne joue plus son rôle, eh bien le gouvernement, voire le président, prétend incarner, c'est-à-dire être une partie, voire la totalité du peuple, la manifestation la plus visible symboliquement dans les médias. Par exemple, notamment lorsqu'un président s'impose de façon omniprésente et incarne ce qui peut-être... je repense à notre dernière émission, pourrait sembler relever du populisme.
Seriez-vous un représentant d'un retour à la 4e République? C'est peut-être pas une question à poser à un philosophe, parce que nous sommes là dans le champ directement de la politique presque politicienne. Oui, bon, j'entends bien votre question, puisque la 4e République est considérée comme une république représentative, puisque c'était le Parlement qui faisait les gouvernements et qui les défaisait. Et il semblait que nous étions dans un régime de représentation et non pas un régime présidentiel ou un régime de gouvernementalisation. J'ai bien entendu votre critique quand vous avez posé cette question. Le prix à payer de cette parlementarisation de la vie politique, c'est l'instabilité, le changement incessant de gouvernement. Donc, vous analysez le modèle participatif comme étant un modèle en crise, mais j'observe que votre livre a été publié avant les dernières élections présidentielles et par conséquent, ce que vous dites n'est pas nécessairement lié à cette conjoncture plus immédiate où en effet, la plupart des observateurs s'accordent à remarquer avec notre nouveau président un nouveau style de gouvernance. Oui. Et donc la crise est probablement plus profonde que cet événement, j'allais dire, conjoncturel. Tout à fait, oui. Là, nous prenions des exemples, comme il le faut toujours, notamment dans l'actualité politique, mais ces questions que nous nous posons ensemble avec les auditeurs, et notamment de la crise de la démocratie représentative, ne vient pas de sortir cette question. Cette question, bon, elle accompagne la vie démocratique elle-même, et d'une certaine façon, Tocqueville, un penseur français du XIXe siècle, avait déjà posé en référence à son observation de la démocratie en Amérique, c'est le titre de son ouvrage, mais aussi en référence à son observation de la démocratie ou de la République en France, il avait déjà mis le doigt sur les dérives de la démocratie représentative, qui peut être l'élitisme, et puis les dérives aussi de la démocratie participative, puisque nous nous demandions à la fin de l'émission précédente si le peuple est vraiment à même, s'il dispose d'assez de lumière et d'un sens des responsabilités suffisant pour se donner directement sa propre loi. Alors, j'imagine que puisque vous avez présenté, avant de les critiquer, les modèles représentatifs et les modèles participatifs, vous avez tout de même une solution à nous proposer. Et cette solution, si j'en crois vos publications, réside dans une refondation républicaine de la démocratie, comme vous le dites, et vous parlez également de modèle délibératif, donc pour rester dans la lignée des adjectifs choisis, après le modèle représentatif, après le modèle participatif, il y aurait donc le modèle délibératif. Qu'est-ce que le modèle délibératif? Qu'est-ce que le modèle républicain, peut-être, dans votre esprit? C'est la même chose. Oui, alors, bon, personnellement, je n'ai rien inventé. Je reçois, comme beaucoup d'entre nous, ce modèle de la démocratie délibérative de nos collègues allemands, deux penseurs actuels, Apple. Qu'est-ce que ça veut dire délibératif? Habermas. Parce que quand on dit délibératif, ça veut dire bon, on cause. Mais en fait, délibérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Alors, délibérer, c'est bien entendu parler ensemble sur des thèmes précis que l'on choisit. Puisque nous sommes en politique ici, il s'agit bien sûr de la vie commune et des meilleures décisions à prendre pour qu'elles soient libres, égales et fraternelles, avec ce souci, dans la délibération, d'argumentation. Il ne s'agit plus de parler pour s'exprimer, comme on dit souvent en assemblée générale participative. Il ne s'agit plus de présupposer que les volontés des uns et des autres sont déjà formées avant la discussion. Ici, l'idée est que c'est par la médiation d'une discussion argumentée, contradictoire au sens où plusieurs positions s'affrontent en prenant le temps et les moyens, en définissant les notions employées, en argumentant pour ou contre, et en finissant bien quand même par se prononcer et par voter. Et donc du coup, ici, l'essentiel n'est plus l'expression d'une volonté individuelle ou collective supposée déjà là. L'essentiel, c'est la formation, par la médiation de la discussion, d'une volonté qui relève du coup d'une raison publique, concertative. Alors c'est un modèle magnifiquement décrit que celui-là. Est-ce qu'il vous paraît devoir fonctionner dans une société comme la nôtre où les espaces réservés, comme vous dites, à la discussion argumentée, raisonnée, où l'on s'écoute dans le débat public, sont finalement peut-être assez rares dans la mesure où
les uns et les autres des citoyens, nous préférons bien souvent les facilités de la télévision, des discussions de commerce, du café du commerce. Oui, il ne faudrait donc pas confondre ce modèle délibératif avec le modèle participatif. Il ne s'agit pas de s'exprimer directement, ou comme on dit, mais de former ensemble une volonté commune. Alors, comme vous le dites, c'est très difficile. Il est très difficile de trouver des lieux, c'est une question d'espace, mais aussi, et je dirais même surtout, du temps. Quand nous disons espace public, j'ajoute toujours temps. Espace-temps public. L'avantage de la radio, et en particulier cette émission, c'est que nous prenons le temps. Tout à fait. Tout à fait. Alors que dans les émissions participatives lors de cette campagne électorale présidentielle notamment, eh bien le temps n'était pas pris puisqu'on présuppose toujours dans ce type d'émission que la quantité des intervenants et leur parole rapide et chronométrée est le gage de la qualité de ce qu'ils disent. Alors que le modèle délibératif donne du temps, donne de l'espace. Et donc il y avait du ridicule à proposer 100 questions aux candidats avec 100 réponses rapides. Voilà, tout à fait. Surtout que nous avons pu constater le travers que vous venez de rappeler, c'est-à-dire que chacun des participants, semble-t-il, était plus pressé de s'exprimer en direct, et notamment... Que de réfléchir et d'argumenter. Que de réfléchir et d'argumenter, et notamment du point de vue de sa catégorie socio-professionnelle, de son âge, de son sexe. Du lobby auquel il appartenait. Du lobby, puisque la pression des lobbies, des groupes de pression, donc, est de plus en plus marquée dans notre démocratie représentative. Et donc, effectivement, il est de plus en plus difficile de trouver de l'espace et du temps pour délibérer. Mais soyons quand même un tout petit peu optimistes. Est-ce que dans notre histoire, il n'y a pas eu quand même une certaine application pratique de ce modèle délibératif ? Oui. Peut-être que, par exemple, puisque nous critiquions tout à l'heure notre démocratie actuelle, peut-être que les grandes rencontres actuelles proposées sur l'environnement, sur l'agroalimentaire, voire sur la bioéthique, sont des tentatives qu'il faut prendre au sérieux, de permettre à tous, aussi bien des représentants législatifs et exécutifs que des membres des associations et de la société civile, mais aussi des experts sur les questions en cause. Peut-être qu'il y a là une tentative de délibération qu'il faut prendre au sérieux avant de la critiquer, en tâchant d'y participer soi-même en direct ou en indirect. L'émission 27 minutes pour comprendre continue avec Joël Gobert, philosophe. Nous examinons la question de la représentation en politique et en particulier nous l'examinons sous cette triple forme, son modèle représentatif, son modèle participatif et son modèle délibératif. Joël Gobert, vous nous disiez juste avant la pause que le modèle délibératif supposait du temps, supposait aussi la construction d'un espace public de débat. En même temps, je me souviens vous avoir demandé tout à l'heure, mais vous n'avez pas le temps d'y répondre, si ce modèle délibératif vous paraissait coïncider avec le modèle républicain. Feriez-vous une différence entre démocratie et république ? Oui, là où on n'en fait plus aucune différence maintenant, je crois qu'il faut tenir que l'exigence républicaine est véritablement, en matière d'institutions, à la primauté du législatif et donc du Parlement sur l'exécutif, le gouvernement, voire le président, et sur le judiciaire. Alors que, dans les faits, trop souvent, la démocratie se laisse aller elle-même à, je dirais, des dérives qui accordent la primauté, par exemple, au pouvoir des juges, comme on dit, puisque pour appliquer une loi générale, il faut tenir compte des cas particuliers pour être équitable. Et donc, là, il y a une inflexion de la démocratie vers la primauté du judiciaire qui me semble défaire le peuple de sa souveraineté. Ça, c'était pour les institutions. Pour ça permet aux juges d'être autonomes, de n'être pas sous la dépendance des autres pouvoirs. Et surtout de ne pas être sous la dépendance de l'exécutif. Mais tout juge devrait savoir que c'est la loi qui constitue en première et en dernière instance le critère de son jugement.
et non pas comme la jurisprudence, par exemple, c'est-à-dire des avis qui ont été donnés auparavant dans des cas apparemment similaires, et non pas non plus le sens de l'équité qu'il peut avoir, et ça peut se comprendre dans le déroulement d'un procès. Le respect de la loi, plutôt que du sentiment de l'équité ou plutôt que des contrats multiples qui se substituent en démocratie progressivement à la loi. Et puis, pour finir sur cette question, République et démocratie, pour ce qui est non plus des institutions objectives, mais des intentions subjectives, le républicain insiste sur la vertu. Voilà un grand mot que personne n'emploie plus du alors tout. pour parler des femmes de petites vertus. Voilà. Donc nous nous donnons le ridicule ensemble de l'employer ce mot aujourd'hui. Personne ne l'emploie plus. Et je remarque surtout pas les démocrates dits pourtant libéraux. Le fait qu'ils se défaussent de ce mot, comme de bien d'autres, excellence, mérite, etc., fait que ce sont d'autres forces politiques, et pas toujours démocratiques, qui s'emparent de ces mots-là. Le républicain est soucieux de la représentation en pensée. Voilà un deuxième sens du mot représentation. Que voulez-vous dire par représentation en pensée ? Lorsque nous parlons de la représentation en politique, nous pensons toujours, nous avions commencé par là, notre première émission, à l'action de déléguer son pouvoir de faire la loi à un autre député ou sénateur. J'entends par représentation en pensée l'effort que nous faisons, nous tous, vous, moi, nos auditeurs en ce moment, de se représenter à l'esprit ce que nous sommes en train de dire. Cet effort de réflexion personnelle qui demande patience et longueur de temps. La délibération, en fait, c'est un effort long qui demande patience et longueur de temps, délibérer avec soi-même, dialoguer. Le dialogue étant finalement l'échange de l'âme avec elle-même. Et le dialogue c'est la définition de Platon, ça. Oui, tout à fait, de la pensée, qui est le dialogue de l'âme avec elle-même. La pensée politique, c'est le dialogue avec autrui, selon des exigences, vous le disiez avec moi tout à l'heure, argumentatives. Le républicain est plutôt soucieux de cette vertu qui exige une pensée claire, lucide, et donc une action responsable, car une décision pesée mûrit. Alors que le démocrate, bien souvent, est empressé de s'exprimer dans des assemblées dites participatives, comme vous et moi le faisons par ailleurs, assemblées participatives dont nous constatons le plus souvent qu'elles sont sous l'effet de la loi du plus fort et du plus rusé. Oui, je rappelle à nos auditeurs, Joël Gobert, que vous êtes entre autres un animateur, vous ne restez pas dans votre classe à longueur de journée, vous êtes entre autres un animateur de la Société nantaise de philosophie, que vous êtes un membre actif de l'association Philosophia, à laquelle je participe moi aussi, et que donc vous avez le souci que cette formation de la pensée ne soit pas abandonnée à la seule télévision qui n'a pas beaucoup de titres à faire valoir en ce domaine. Et cela certainement me conduit à vous demander pourquoi dans vos travaux, dans vos interventions, vous insistez tant sur le rôle de l'école. Vous avez écrit un livre très, très pessimiste, puisque vous y annoncez la mort de l'école, enfin, une chronique d'une mort annoncée à propos de l'école républicaine, ce livre que vous avez publié aux éditions Plein Feu, l'école républicaine, chronique d'une mort annoncée. En quoi, comment reliez-vous ces propos que vous tenez sur l'espace de délibération, sur la République et l'école de la République? Parce que l'école est une institution, c'est-à-dire un temps, justement, et un lieu où l'on fait ce qu'on ne peut pas faire par ailleurs, et notamment apprendre à réfléchir, à exercer son jugement de façon critique par le biais de la transmission des connaissances et du dialogue en situation d'enseignement. Et il me semble que l'école est un des piliers de la République et que la démocratie, pour revenir à la distinction entre démocratie et République, notre démocratie est peu soucieuse du sens public, politique au grand sens du terme, de cette école qu'il faut de toute urgence sauver de la destitution en cours. Oui, alors je pense d'ailleurs, en vous écoutant, que peut-être que dans une autre émission, nous pourrions reprendre ce thème si essentiel de la place de l'école dans notre société. Mais si vous voulez bien, restons-en encore un instant, dans les quelques minutes qui nous restent, sur ce modèle délibératif, ce modèle républicain, pour que vous nous
fassiez encore un peu bénéficier de vos lumières. Qu'auriez-vous encore à ajouter sur cette crise et sur cette sortie de crise, puisque nous n'allons pas en rester à un constat désabusé. Oui, je n'ai pas de solution toute faite, comme personne, je pense. En tout cas, je n'en ai pas la prétention. Mais il me semble qu'il faut faire la synthèse entre les modèles représentatifs, participatifs et délibératifs. En ce sens qu'il ne s'agit pas de jeter la représentation par-dessus bord, puisque, je l'ai dit, les conditions de l'existence politique moderne des hommes nécessitent une représentation législative, nécessitent une participation du peuple à la discussion et à la décision. Et pour cela, il y faut des temps et des espaces de délibération. Donc j'irai vers une synthèse de ces trois modèles, surtout si l'on ajoute que la discussion de tous, et là ça nous ramène à notre question précédente, doit être médiatisée par l'instruction de chacun. Parce qu'on fait souvent dire au principe délibératif aujourd'hui que la discussion est le fondement de tout et qu'il est nécessaire et surtout suffisant de discuter pour être éclairé et prendre les bonnes décisions. Oui, mais alors toujours discuter au sens de j'échange mes impulsions, voilà. mes impressions, mes émotions. Tout à fait. Il faut donc que la discussion de tous soit médiatisée par l'instruction de chacun. Que chacun tâche d'y mettre le meilleur de lui-même. Et cela nécessite l'école qui, justement, tâche de former chacun à cette exigence vis-à-vis de soi et vis-à-vis d'autrui. Donc, il me semble que la discussion de tous doit être, je dirais même, j'irai jusque-là, fondée sur l'instruction de chacun, ou en tout cas le désir de chacun de s'instruire pour penser de façon plus lucide et agir de façon plus responsable. Quels sont vos grands auteurs de référence ? J'ai dit dans la toute première émission que vous utilisiez beaucoup les travaux de Cassirer. Est-ce que vous avez d'autres sources d'inspiration ? Alors, mes sources d'inspiration vont, je pense, comme tout professeur de philosophie, de l'Antiquité, Platon, et d'abord Socrate et Platon, ils sont indissociables, nous les avons évoqués, Aristote, mais aussi Rousseau, bien sûr, Kant, et puis Cassirer, un penseur allemand du XXe siècle, moins connu que Heidegger notamment, ou certains autres. Alors, puisque vous en êtes l'un des traducteurs et des commentateurs éminents, pourriez-vous renseigner un tout petit peu nos auditeurs sur cet auteur Oui, cet auteur, donc, qui a vécu de 1874 à 1945, a écrit une œuvre de philosophie assez considérable. Et j'en retiens essentiellement, et là je vous remercie de votre question, j'en retiens essentiellement la notion de fonction symbolique. Ça a l'air d'être un grand mot comme cela, mais ça veut simplement dire que le plus propre de l'homme, c'est de se représenter en pensée, justement par le biais de symboles, notamment langagiers, les choses. Et la fonction symbolique est le plus propre de l'homme, et il me semble que la démocratie elle-même, pour faire la synthèse des modèles, donc représentatif, participatif et délibératif, doit prendre soin de la capacité humaine de penser, en prenant le lieu et le temps d'échanger, de parler pour mieux décider et mieux agir. Et je terminerai en référence à Hannah Arendt et à Eric Weil, qui, de concert, tous les deux, disent que... Deux grands philosophes du XXe siècle, oui, Hannah Arendt, Eric Weil. Oui, qui disent que l'éducateur ou le professeur le plus émancipateur intellectuellement et politiquement, c'est le plus conservateur et transmetteur culturellement. Ce qui est une tâche ô combien difficile, mais aussi gratifiante. Eh bien, voilà un beau sujet pour une prochaine émission à laquelle j'aurai vraiment plaisir à vous convier à nouveau. Joël Gobert, merci en tout cas pour cette discussion très instructive sur la démocratie, sa crise, et puis aussi les voies de sa solution, où je retiens en particulier que, à vos yeux, la formation, l'éducation, la réflexion, le travail intellectuel, donc font partie intégrante de la démocratie.